Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir le docteur Florence Bergeau-Blaclair. Alors, je vais vous présenter rapidement et vous m'interrompez si les choses sont incomplètes. Donc, vous êtes titulaire d'un doctorat de l'Université de Bordeaux et d'une habilitation à diriger des recherches à l'École des hautes études en sciences sociales, si je ne dis pas de bêtises. Vous êtes chargé de recherche au CNRS. Vous travaillez au laboratoire Groupe Société Religion Laïcité, qui est une unité mixte de recherche sur le campus Condorcet de Paris Sciences et Lettres Université. C'est correct? Ok. Et vous avez créé en 2024 le CERIF, Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme. On va y revenir sur le frérisme, co-organisateur d'un colloque scientifique international sur les islamismes en Europe. Donc c'était en mai, le 15 mai 2024. Ce qui m'intéresse pour cette vidéo, c'est que vous êtes l'auteur d'un livre qui a fait beaucoup parler de lui, qui s'intitule Le frérisme et ses réseaux, l'enquête. Est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, présenter ce livre? Ce livre, c'est le résultat d'une réflexion continue depuis environ 30 ans. La première fois que j'ai rencontré les frères musulmans, c'était dans une mosquée bordelaise, donc il y a 30 ans, à une époque où l'islamisme n'était pas vraiment connu sur le territoire. Il faudra d'ailleurs beaucoup de décennies pour qu'on reconnaisse sa présence. Et notamment le livre de Gilles Kepel qui était quand même paru quelques 2, 3 ans avant que je commence à travailler sur ce sujet. Donc un livre très important qui s'appelait Les banlieues de l'islam. Donc voilà un petit peu ce livre, c'est le fruit d'une réflexion continue sur les normativités islamiques en contexte sécularisé en tant qu'anthropologue. Donc je me distingue, disons, de la plupart des travaux qui ont été réalisés sur l'islam en France et sur l'islamisme en particulier en Europe, par le fait que je suis anthropologue et que je m'intéresse donc aux aspects normatifs et culturels, alors que c'est généralement un sujet traité par les politologues principalement, voire les psychologues quand on parle de radicalisation. Moi, j'avais une autre vision de la chose et peut-être qu'on peut le résumer de la façon suivante. Je prends au sérieux le discours religieux. Hmm. C'est-à-dire que je ne considère pas qu'on a affaire, quand on parle d'islamisme, à une politisation du religieux ou disons à une mobilisation politique au prétexte du religieux. Je pense qu'il faut prendre au sérieux le discours religieux, la parole religieuse. Ce que généralement mes collègues politologues, qui dominent quand même le champ des études sur l'islam en Europe, répugnent à faire, tout simplement parce que ça leur paraît complètement délirant. Ils ont une optique marxiste, voire post-marxiste, qui considère le religieux, voilà, comme l'opium du peuple, hein, quelque chose qui n'est pas réel, qui n'a pas d'efficace en soi. C'est un espèce d'objet de diversion. Et donc, les politologues ou les gens qui travaillent sur l'islam, les sociologues aussi, il y en avait, ont évacué en fait complètement le discours religieux. Donc, comment comprendre une religion, sa force dans l'espace public, son message, sans étudier les messages religieux des locuteurs religieux qui disent, qui parlent de ce qu'ils vivent. Euh, Évidemment, la difficulté, la raison pour laquelle les musulmans, et notamment les islamistes, les radicaux, n'étaient pas écoutés, c'était que leur discours était violent, ou en tout cas extrêmement conservateur, on va dire, euh, jugé donc radical dans la mesure où ils exprimaient le désir de vivre intégralement par le religieux et surtout euh, d'en faire une loi. Et sur la question du voile, qui a été une question qui est assez vite apparue sur la scène au début des années 1990,
le fait qu'il faille couvrir une femme parce que sinon sa beauté supposée ou réelle pouvait engendrer des désordres sociaux, c'était quand même pour les politologues un petit peu difficile à avaler. Et donc, ils ne prenaient pas ça au sérieux. Or, moi, en tant que femme, justement, je suis rentrée par ce prisme-là. C'est-à-dire qu'en tant qu'anthropologue, j'étais sur le terrain. Donc, l'idée, c'était d'aller récolter des discours, des pratiques, faire une ethnographie de ce milieu-là, et puis voir ce que j'allais en retirer. Je partais avec très peu de grilles préconçues. Qu'est-ce que je vais voir, qu'est-ce que je vais entendre et qu'est-ce que je vais en faire? C'est un petit peu comme ça que je suis partie, avec quelques prémices, bien sûr, qui était la question du voile précisément qui s'imposait dans l'espace public, dans l'école publique, dans l'école républicaine en particulier, hein. On se souvient de l'affaire de 1989 des foulards de Mhm. crin. Donc cette affaire-là avait quand même ému, on ne comprenait pas pourquoi les filles ne lâchaient pas l'affaire, pourquoi il y avait les familles qui étaient derrière, pourquoi on voyait quelques barbus, enfin, on ne comprenait pas comment ça. Donc moi, quand je suis partie sur le terrain, ben, c'était un peu pour voir, sonder. Mais en tant que femme, donc, on m'a évidemment orientée du côté des femmes, puisque le milieu était strictement séparé, hein, en termes de genre. Vous rentrez dans une mosquée, vous rentrez par l'entrée des femmes, vous participez aux activités des femmes, etc. Donc moi, je voyais ce milieu plutôt féminin que les politologues, qui étaient plutôt des hommes, ne voyaient jamais. Donc, je suis arrivée dans le sujet par une porte assez originale. Alors qu'en face de vous, vous aviez des professeurs ou des universitaires qui disaient que la religion n'avait plus aucun sens, en fait, que c'était pas du tout intéressant à C'est-à-dire étudier en qu'il soi. disait que la religion était un prétexte à prendre le pouvoir, tout simplement. Il Hmm. fallait simplement organiser une influence et la religion pouvait permettre de mobiliser des foules, de mobiliser des émotions, etc. Donc, cette espèce le milieu un peu flou de l'émotionnalité, de la croyance, etc., pour manipuler les foules. Au fond, c'est ça. C'est l'idée que le religieux, ça ne sert qu'à manipuler les foules. C'est pas une ressource en soi de l'individu ou du groupe, c'est un instrument de pouvoir. Et c'est ça, à mon avis, qui a guidé et qui guide toujours l'ensemble des travaux des politologues sur l'islam dit politique. C'est pas pour rien si on dit islam politique. Hmm. Moi, je considère plutôt que cet islam est missionnaire. Et euh, il y avait, quand j'ai commencé à travailler auprès de ces femmes, une ferveur particulière qui donnait quand même à ce mouvement cette force-là. Et je voulais la traduire, mais je voulais pas non plus euh, faire du religieux le centre de tout, parce que J'ai je suis compris. consciente que c'est évidemment un phénomène social, c'est un phénomène social, Mhm. c'est un phénomène économique, ça implique certaines des normes, donc on est dans le champ du droit aussi, voilà, tout ça, mais le prendre en considération parce que ça avait une force propre. Alors évidemment, elle ne tombait pas du ciel. Je suis dans une perspective qu'on dit historico-critique, c'est-à-dire je ne peux pas considérer qu'il faut croire dans le langage des religieux, mais il faut le prendre en compte en lui donnant la place qu'il a, c'est-à-dire une Mhm. place centrale pour les croyants, même si elle n'est pas centrale pour nous, les analystes. Et j'imagine que du point de vue de certains universitaires, pour pas dire beaucoup, euh, qui considèrent que bah, tant qu'on s'attaque aux politiques, c'est bon, mais dès qu'on touche à la religion, bah, on est raciste, extrémiste, fasciste, Oui, ou etc. alors c'est un sujet un peu sale, un peu, C'est voilà, ça, c'est c'est un peu, ouais, ouais. pas Et en très fait, parce que glorieux, hein. j'essaie de comprendre, parce que quand votre livre est sorti, si j'ai bien compris, quand j'ai préparé cette interview, j'ai découvert que vous avez été dénoncé. Bon, par les milieux islamistes, ça, je peux comprendre, mais aussi par les médias et le monde universitaire. Oui, oui, Euh, c'est vrai. et en fait, il y a certaines des dénonciations qui disaient qu'en fait, vous vous attaquiez, les universitaires étaient obligés de défendre les musulmans parce que vous étiez, vous les attaquiez en tant que musulmans, vous étiez sectaires et vous avez même reçu des messages des menaces de mort.
Alors, Euh, des menaces de mort qui m'ont conduit effectivement à être placée sous protection policière, ce que je suis toujours, ça n'a pas cessé depuis plus d'un an. Alors, il faut bien comprendre que dans l'université, les, euh, il y a des débats. Il y a des débats parfois houleux, importants, des débats théoriques, des débats méthodologiques, des affrontements parfois très forts. Ici, on est dans un cas où, à peu près 2 mois après que mon livre soit sorti, j'ai appris par des collègues qu'ils avaient reçu un courrier d'un d'un de mes autres collègues avec qui j'avais travaillé, notamment sur le marché halal, qui avait donc dénoncé mon livre en disant surtout ne le lisez pas, c'est pas bien, c'est faux, elle m'a utilisé, etc., en faisant presque une affaire personnelle. Alors j'ai répondu d'ailleurs à ce courrier que j'ai publié, je sais plus où, et j'y ai répondu de façon méthodique. Mais voilà, c'était une lettre qui ne m'avait pas été adressée, qui avait été adressée à des collègues afin que de me mettre à l'écart et d'empêcher tout débat autour de ce livre. C'est ça qui était frappant. Parce que qu'il y ait des désaccords, c'est tout à fait normal et c'est souhaitable. On ne progresse que justement par la critique. Mais là, c'était la censure. l'organisation d'un boycott. Ouais, Or, ouais. il s'agissait d'un des personnages que j'analyse aussi dans mon livre et que je considère comme un collègue à un moment de mon livre parce il a participé à certains de mes travaux, mais qui étant lui-même, ou en tout cas s'affichant ex-frère musulman, sur lequel, voilà, je dis, je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas affirmer que quelqu'un qui finalement a les mêmes activités, un petit peu le même langage quand il était frère musulman et quand il ne l'est plus, qu'il est réellement sorti. Je ne peux pas l'affirmer. En tout Mhm. cas, je fais l'hypothèse concernant son cas qu'il a pu subir des pressions. Et voilà, enfin, rien de très extraordinaire. Et je me dis que le jour où va sortir ce livre, eh bien, il va être heureux peut-être que quelqu'un s'intéresse à son cas, lui donner peut-être une porte de sortie, etc. Et bien au contraire, ce qui se passe, c'est au contraire, c'est cette première salve d'attaques vise à m'isoler complètement, à surtout que je ne sorte pas dans l'espace public. C'est Bon, terrible, hein. il va se passer exactement l'inverse Mhm. parce que le livre est préfacé par Gilles Kepel, et Gilles Kepel m'invite pour le présenter à l'ENS, à l'École normale supérieure, dans son séminaire. Et là, à ce moment-là, la frérosphère, comme je l'appelle, s'inquiète beaucoup, parce qu'il se dit, ça y est, si elle sort, déjà que la préface est faite par Gilles Kepel, qui est quelqu'un d'assez connu, si en plus elle sort dans son séminaire, on va entendre parler, etc. Donc la deuxième salve d'attaque visant cette fois-ci à me faire passer pour islamophobe, raciste, etc., vient donc de François Burgat. Je le cite parce que il est tellement connu pour ses frasques et ses excès que maintenant, il y a plus de problème. Donc lui va sur les réseaux sociaux m'envoyer une centaine de tweets absolument délirants. C'est un soutien actif du Hamas aujourd'hui. Donc maintenant, Mhm. et à l'époque, ça n'était pas connu. Donc je prenais toutes les agressions de ce personnage qui, lui, avait déjà une longue carrière dans laquelle il avait fait donner des conseils au Quai d'Orsay, quelqu'un qui avait des projets importants, des projets européens importants, euh, très soutenus hein, dans le sérail, on va dire. Donc, le gars avait quand même un petit peu disjoncté sur moi avec des insultes, etc., etc. Et là, effectivement, ça a fait mousser l'ensemble. Et là, les menaces, les insultes, bien sûr, mais les menaces ont commencé à être très sérieuses. Et après, il y a eu, effectivement, étant placée sous protection policière, je devais faire un séminaire à la Sorbonne. La Sorbonne annule ou suspend officiellement, mais en fait annule ma conférence. Et là, patatras, là, ça sort dans les médias. Le livre, les gens l'achètent, ils se révoltent en fait. Les médias portent aussi cette révolte en disant, bah oui, il y a les médias privés, hein, pas les médias publics. Les médias Bien sûr. publics en sorte que ils vont m'inviter, mais juste pour dire que je suis menacée, etc., un petit peu comme un cas particulier.
mais sans faire l'analyse de fond. Et voilà, et après, ben, ça part. Et le livre intéresse, se vend. Je vois aujourd'hui que les gens viennent me voir, ils ont des post-it partout à toutes les pages, ils ont surligné tout, etc. Donc, effectivement, c'est un peu un livre événement à ce moment-là. Quelle est la, où est-ce qu'elle s'inscrit, cette idéologie des frères musulmans, dans l'islam? Alors d'abord, vous avez dit, les Frères musulmans, c'est un parti. Non, ça n'a jamais été un parti. C'est une confrérie. Et c'est une confrérie secrète dès le départ. Mais dans le milieu où elle naît, c'est-à-dire en 1928 en Égypte, elle se présente plutôt sous la forme caritative de mobilisation des masses contre le pouvoir, mais avec un objectif qui est relativement explicite et nouveau dans le champ politique de l'époque, qui est le rétablissement du califat. C'est très important de comprendre que 1928, la création de la confrérie des frères musulmans intervient 4 ans après la chute du califat ottoman. Donc, cette volonté de redonner la tête du roi, hein, vous en avez décapité la tête du roi, bon, de réinstaller ce califat perdu qui s'était peu à peu, sous la houlette des Ottomans, était devenu caduc, avait été influencé par l'Occident et par la période de colonisation. C'était en fait détruit un peu de l'intérieur par manque de force, manque de vitalité. Et bien justement, cette vitalité, cette force, il faut la tirer des pieux anciens, des salafs, ce qu'on appelle les salafioun, pour redonner en fait à l'islam sa force originelle afin qu'elle reconquiert le monde, puisque c'est sa destinée. Donc pour Hassan el-Banna, il faut recréer donc ce califat, mais cette fois-ci, pas lui, pas l'enfermer dans une zone géographique. Bien sûr, on commencera d'abord par les pays musulmans, mais l'objectif, c'est quand même de l'instaurer partout. C'est quoi le califat? Bah, c'est le pouvoir musulman intégralement. Et à partir de Hassan el-Banna, beaucoup de penseurs, avec lui et après lui, vont penser l'islam comme un système intégral qui s'autosuffit et qui ne doit pas être influencé par aucune altérité. Évidemment, pas par l'Occident. La question juive est très importante, c'est-à-dire que les Juifs ont empêché, ce sont les premiers à avoir empêché l'islam d'être dans sa destinée, et donc ce sont les premiers qu'il faut attaquer. Il y a Pourquoi une quand vous dites les opposition, hein. premiers, les juifs, à quel contexte vous faites référence? Alors ça, bon, ce sont des sourates du Coran, ce sont Mhm. des hadiths authentiques selon les musulmans, qui disent, voilà, enfin, il y en a un certain nombre qui expliquent que finalement, les, euh, les juifs, comme les mécréants en général, sont des pervers et qu'il faut les combattre. Mais la virulence avec laquelle il faut combattre les juifs n'a pas de commune mesure avec les autres. Alors, les juifs font partie des gens du livre, mais on ne les aime que sous la forme du dhimmi, c'est-à-dire Mhm. protégé, qui devra payer une taxe, etc., et qui ne peut pas s'autodéterminer. Donc, le juif comme le chrétien sont acceptables à partir du moment où ils sont dhimmi. Mais les juifs sont considérés quand même dans cette histoire-là comme particulièrement résistants et puis ils sont là, ils sont sur les terres en fait, sur les terres arabes. Les juifs, ils sont proches, donc ils sont d'autant plus menaçants, à mon avis. Donc il y a C'est d'autant plus intéressant ce que vous dites que quand on voit maintenant, on regarde le Moyen-Orient, ce qui, à mon sens, est une variable que la plupart des intellectuels ou même des médias ne comprennent pas dans le conflit israélo-arabe, c'est que c'est une humiliation sans nom pour le monde arabe, arabo-musulman, que les Juifs soient revenus sur leurs terres dont ils avaient été exclus ou chassés et qu'ils aient fondé un État, un gouvernement, un État parce que les Juifs sont, ça montre en fait que l'islam est faible, puisque les Juifs étaient des humiliés. Donc, si les humiliés ou voilà. si les, voilà, donc c'est fondamental, je pense. Ça, c'est tout à fait fondamental. Quant aux chrétiens, ils sont aussi dans les terres arabes, mais les chrétiens sont en train, enfin, du point de vue des frères musulmans, sont en train de perdre leur religion. Donc, tandis que les juifs ont gardé leur religion et elles ne se laissent Mhm. pas faire.
Mhm. Ça compte dans leur représentation du juif et dans le discours religieux. Et notamment, alors il y a Hassan el-Banna, il y a un personnage qui est très important pour moi, ce qui m'intéressait, c'est-à-dire l'islam européen, c'est-à-dire l'islam ou l'islamisme qui va donc pénétrer des espaces des démocraties séculières libérales, évidemment, pas de la même manière que dans les pays musulmans, où là, l'affrontement est direct, il est plus Mhm. beaucoup politique, où effectivement les frères vont se constituer en partis politiques. En Europe, c'est pas le cas, tout simplement parce que ce serait contre-productif. On n'arrive pas, ils sont trois face à des millions. Bon, voilà, c'est donc, il faut procéder autrement. Et le penseur, justement, de l'islamisation des contrées à islamiser, celle donc des immigrés musulmans, mais aussi plus largement des mécréants, le penseur, c'est Youssef El-Qaradawi, Ah, d'accord. un petit peu le pape de l'islam. Alors, Youssef El-Qaradawi appartient pendant des décennies aux frères musulmans. Il est tombé complètement amoureux du discours de Hassan el-Banna. Mais il en sort. Il en sort 30 ans après. Donc, quand vous dites ex-frère musulman, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. Ça veut dire que, surtout si vous avez intégré le logiciel, vous pouvez très bien en fait continuer à travailler pour elle. Donc, Youssef El-Qaradawi en sort en disant, mais moi, je veux pas me... C'est tactique en fait, hein. C'est pas qu'il sort de l'idéologie des fréristes, c'est qu'il sort du groupe parce qu'il ne veut pas être enfermé dans un groupe. Il veut représenter l'islam. Donc, il sort avec ce logiciel frérisme, mais pour représenter ce qu'il appelle le grand mouvement islamique. Et ce grand mouvement islamique doit mettre en marche l'ensemble des composantes de l'islam, des plus libérales aux plus salafistes, aux plus rigoristes, aux plus djihadistes aussi, pour qu'ils aillent tous dans le même sens. C'est vraiment l'unité. Donc, c'est la Euh, fédération. c'est ça. Mhm. Euh, et avec un certain nombre, et c'est ce que je voulais, c'est ce dont je voulais rendre compte, parce qu'il y avait un certain nombre de travaux sur les frères musulmans, alors qui étaient surtout des travaux de sciences politiques, où on montrait les factions, un tel s'entend pas avec un tel, en rivalité avec les partis, etc. C'était très institutionnel. Et moi, j'avais envie de travailler sur la pensée des frères, essayer de, alors, évidemment, je l'ai un peu simplifié, mais d'en donner les grands axes en faisant plutôt qu'une école ou une doctrine, un système d'action. Je me suis appuyée sur la sociologie pour essayer d'expliquer que c'était surtout un système d'action et que quand on pensait, si on voulait comprendre le frérisme, il fallait penser le plan, c'est-à-dire ce qui était la dimension taboue justement de mes collègues, c'est l'idée qu'il faut accomplir le plan de Dieu, c'est-à-dire le califat. Le califat. Évidemment, c'est Juste, complètement subversif. pardon, excusez-moi, je voulais juste, je rebondir sur ce que vous disiez. Quand on évoque le danger, il y a quand même un certain nombre de personnes qui évoquent le danger islamiste en Europe. Euh, les frères musulmans représentent la menace la plus grande quand on parle de ce sujet-là. En Europe, je pense, oui, parce que d'abord, ils ont une grosse expérience de l'Europe. Ils nous étudient depuis 40 ans, donc ça fait que bah, ça leur donne quand même. Ils ont beaucoup d'argent, ils ont des bonnes positions aujourd'hui. Ce ne sont pas des gens qui sont pauvres, hein, c'est une confrérie qui est restée secrète, parfaitement étanche, et qui représente peut-être quelques milliers de personnes, hein, si on prend un pays comme la France, mais qui a un auditoire et une force C'est ça. d'influence absolument disproportionnée par rapport à son faible nombre. C'est quand on regarde un petit peu le rapport aux religieux des musulmans aujourd'hui, comparé à moi quand j'ai commencé il y a 30 ans, il s'est fortement frérisé dans l'ensemble, dans le sens où moi, quand j'ai commencé à travailler auprès d'eux, leurs propositions étaient absolument inaudibles à la grande majorité des musulmans, c'est-à-dire la stricte séparation des sexes, la division sexuelle du travail, de l'espace, le fait de manger halal à peu près
pas que la viande, mais de se comporter dans l'espace du halal, de diviser le monde entre halal et haram, le licite et l'illicite, c'était quelque chose qui était parfaitement nouveau quand j'ai commencé. Tout le monde avait son petit Kardawi, hein, le livre qui s'appelle Le licite et l'illicite, précisément. Mais c'était l'islam qu'on devait apprendre, mais c'était parce que justement on ne le connaissait pas. Ce qui était connu à l'époque, c'était l'islam importé des pays maghrébins et turcs, et donc des formes plus syncrétiques dont les enfants se fichaient un peu. On était plutôt dans le touche pas à mon pote à l'époque. Donc l'islam, c'était pas aussi valorisé que ça le sera. Et ce qui va permettre justement cette valorisation, c'est le discours de Kardawi et des frères musulmans, qui est un discours qui est basé sur la pride, la Muslim pride, Vous l'identité. dites que depuis 30 ans, 40, 30 ans, il y a une montée du frérisme. Il y a une montée de la religion Euh, islamique vécue comme le préconise le frérisme. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre. Alors, je ne l'ai pas fait seulement en prenant en compte l'histoire ou les institutions des frères musulmans, mais je l'ai étudié dans le milieu qui le favorisait. C'est-à-dire que on verra dans mon livre aussi bien la complicité en fait de certains partis politiques, de l'université, très important, puisque les frères avaient décidé d'islamiser la connaissance. Islamiser la connaissance, c'est leur formule, c'est pas la mienne, notamment en noyautant les universités. Donc, les frères nous connaissent beaucoup mieux qu'on ne les connaît, d'autant plus qu'il y avait des freins à leur connaissance. Aujourd'hui, je me retrouve la seule à travailler sur un sujet aussi important, aussi énorme. C'est bien qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. C'est bien que... Et il a fallu que je nage sans arrêt à contre-courant. Ça a été très, très difficile. Je n'ai jamais eu le moindre financement de mes recherches sur ce sujet-là. Même sur le Il y a une halal. sorte, ce qu'on ressent quand vous dites ça, c'est il y a une sorte quand même d'aveuglement qui est très très difficile à accepter et à comprendre. J'ai lu un de vos posts, parce que je rebondis sur ce que vous venez de dire sur l'université. Je voulais l'aborder quand même rapidement, mais euh, vous postez un message sur Twitter récemment d'une étudiante qui se trouve à l'Université libre de Bruxelles. Et elle écrit donc, si tu es étudiant belge et pro-Palestine, tous les campus qui sont sous occupation ont des locaux où tu peux étudier. À l'université, il y a le bâtiment B, vous pouvez étudier, prier, dormir, et vous allez soutenir une cause, 75 ans que le génocide est en cours. Elle parle évidemment d'Israël. Et vous expliquez que, en fait, cette guerre qui se passe en Israël, entre Israël et le Hamas, en fait, elle est vécue comme une opportunité par les réseaux fréristes Oui, bien pour sûr. Bah, accélérer leur d'ailleurs, emprise sur l'université. Donc, selon vous, oui, il y a une volonté des frères musulmans de prendre d'assaut idéologiquement les universités européennes. bien sûr, c'est cultivé, et c'est le mouvement BDS, hein, je crois, qui est né en 2005, boycott des investissements sanctions, qui a lancé en fait cette idée que dès qu'on parlait des Juifs ou d'Israël, hop, il fallait parler des Palestiniens. Moi, quand j'ai commencé aussi au début des années 90, les jeunes filles commençaient à chanter des chants palestiniens en arabe qui étaient violemment hostiles à Israël. Et donc, quand je me le faisais traduire, j'étais très étonnée parce que c'était pas du tout ce que j'avais connu jusque-là. Mais les frères ont commencé à travailler cette question en disant, mais voilà, euh, ce sont des gens qui nous empêchent d'être musulmans. L'Europe, elle est sous l'emprise à la fois de l'athéisme et des juifs et des francs-maçons. Enfin, il y a tout un discours complètement paranoïaque de Youssef El-Qaradawi que les gens boivent, mais comme du petit lait. Et C'est-à-dire ce qui que est terrible, et ce qui est absolument terrible, c'est que, et même ça serait drôle si ce n'était pas tragique, c'est que les Arabes, les pays arabes du Moyen-Orient détestent les Palestiniens. C'est de la haine. Pour diverses raisons, on ne va pas rentrer dans le détail maintenant. Mais, et ça, c'est pas, les frères musulmans ne sont pas une exception à cette détestation. Mais par contre, les idiots utiles qu'on voit dans les universités, les étudiants, les gens pleins d'idéaux, etc., se rendent même pas compte de ça. En fait, ils non, jouent en parce fait que
Qui c'est qui aujourd'hui dit ce que vous dites? Ce sont les réseaux juifs qui commencent à se dire, mais enfin, qui n'en reviennent pas. Déjà, je pense que le problème de la communauté juive, c'est qu'il n'a pas vu venir le problème. Mhm. Nous, on était quand même quelques-uns à dire, attention, oui, oui, mais enfin, il faut faire ami-ami avec les musulmans, il y a des musulmans qui sont bien, il y a ceci, cela, enfin, toujours un peu le même discours, un peu lénifiant, sans voir qu'ils avaient en face d'eux une montée antisémite assez violente. Donc, on voit aujourd'hui ce que vous venez de dire commence à être, moi je le vois sur Twitter, évidemment, ça, mais dans la plupart des universités, ce discours est attribué aux Juifs, c'est-à-dire justement, bah, ils se défendent cette bonne guerre. C'est incroyable. C'est pas le discours de la connaissance, c'est pas le discours factuel, c'est le discours du camp des Juifs. Et c'est ça qui va pas. C'est que l'université n'a pas fait son travail parce que au fond, le frérisme, c'est pas une chose nouvelle, c'est arrivé il y a 40 ans, et que si on avait regardé, si on avait pris au sérieux le discours religieux, si on n'avait pas dénigré comme ça, si on n'avait pas considéré que, ou alors comme François Burgat, puisque je l'ai cité, que c'était simplement une manifestation politique, identitaire, basée sur une grammaire religieuse, mais qu'au fond, c'était simplement... non, c'était une manière de masquer, on sait masquer la réalité. Alors, on n'a pas voulu voir, et en plus, il y a des gens qui nous empêchaient de voir très objectivement parce qu'ils avaient effectivement noyauté et infiltré. Moi, ils ont voulu, par exemple, me recruter au début, quand je faisais du terrain. Et quand je me suis aperçue de ça, qu'ils ont vu que moi, je ne me laissais pas faire, en fait, ils ont commencé à m'évacuer du terrain. Et donc, j'ai compris beaucoup de choses par la suite de leur façon de faire à l'université pour empêcher justement la construction de ce savoir qui aujourd'hui est essentiel. Alors, depuis le 7 octobre, heureusement, ce savoir, il commence à remonter. Moi-même, je fais beaucoup de conférences parce que là, tout d'un coup, on s'aperçoit de l'utilité de mon travail directement. J'ai moi-même, en fait, été témoin de. On parlait des universités, donc je pense aux intellectuels, parce qu'on a vu beaucoup, beaucoup d'intellectuels en France, en Angleterre, en Occident en général, qui se sont un peu fourvoyés depuis le 7 octobre. Et je vais vous en citer trois. Et c'est des gens que je respecte. Donc je n'ai pas de cabale contre eux, pas du tout, hein. Le premier, c'est Régis de Castelnau. Régis de Castelnau, et après je vous poserai ma question. Régis de Castelnau, c'est un avocat assez connu en France. Il est avocat au barreau de Paris, il est enseignant et spécialiste en droit public, il a pratiqué le droit pénal de la gestion publique. C'est vraiment un expert dans son domaine. Et je l'ai interviewé moi à 2 reprises sur ma chaîne. Donc je n'ai absolument rien contre Régis de Castelnau. Mais Régis de Castelnau, depuis le 7 octobre, Il est il parti en vrille. profère un nombre d'insanités euh, C'est fou. incalculable. Oui. Incalculable. Et en fait, ce qui est intéressant pour Régis de Castelnau, c'est que quand on le contredit, il insulte. Oui. Et je pense aussi à Despo, Slobodan Despo, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Je l'ai interviewé aussi sur ma chaîne. Il exprime, lui, le fait, il l'écrit dans son journal, qu'il n'a jamais été en Israël et au Moyen-Orient. Il le dit, il l'écrit. Mais malgré tout, il fait des articles qui contiennent énormément de contre-vérités et d'approximations. Et je finis sur Harold Bernat, qui est un professeur de philosophie à Bordeaux, pour qui j'ai aussi beaucoup de respect, qui fait un très très bon travail en ce qui concerne l'analyse de la politique et de la société française, mais qui ne comprend rien. Je lis sur Twitter ses posts sur le conflit israélo-arabe ou Israël-Hamas. Il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et Ah, moi, qu'est-ce que je vous connais pas pensez? les deux. Alors, je connais que le premier que vous avez cité. Moi, je pense qu'il y a un problème à gauche. La gauche est tétanisée. La gauche a perdu ses repères. La gauche ne sait pas comment se débarrasser de son anticapitalisme primaire qui l'amène à s'allier avec des anticapitalistes virulents comme LFI, qui sont en fait des antisémites. Enfin, je veux Mhm. dire, il y a un lien entre l'anticapitalisme primaire euh, mondialisé, etc., et l'antisémitisme. Donc, il faut un responsable, et on voit que LFI, ce que Taguieff appelle très justement l'islamo-gauchisme, euh, Ah, il est est en forme. non seulement réel, mais produit des effets extrêmement dangereux sur notre société. Parce que tous ces gamins dans les universités croient.
ils y croient. Enfin, ce sont des balivernes, mais ils y croient. Hmm. C'est le complotisme s'est répandu à grande vitesse. Et voilà. Alors, pour le cas du premier que vous avez cité, il est devenu grossier, furieux. Voilà, ça touche des couches émotionnelles qui sont très difficiles à Il y a comprendre. Moi, aussi, j'ai je pas pense, vu le film. pardon, je vous ai interrompu, allez-y, continuez. J'ai été à Jérusalem il y a 15 jours. Pour la première fois, j'allais en Israël. J'étais très contente d'ailleurs d'y aller. Ça fait très longtemps que je voulais aller voir ce pays. Donc, j'y ai donné une conférence et je me suis... enfin, quand on y est, quand on voit ce que c'est, enfin, je veux dire, le voir le plus proche, enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on en dit. Enfin, c'est vraiment un autre... Donc, il faudrait effectivement que Israël se fasse mieux connaître, communique peut-être davantage sur sa réalité, alors il y a eu des films, hein, il y a eu Foda, des choses, mais même sur la vie israélienne, pour faire comprendre aux gens que c'est une société plutôt inclusive, euh, dans le bon et dans le mauvais sens d'ailleurs, mais vraiment pas du tout l'apartheid qu'on dénonce. C'est C'est ça qui complètement est. Mais je délirant. pense, je vais vous dire, je pense qu'il y a, mais c'est un autre débat, on va pas discuter ça maintenant, mais je pense qu'inconsciemment, pour certains intellectuels, c'est extrêmement difficile d'accepter le fait d'une souveraineté juive. La plupart ne sont pas antisémites, ils acceptent l'idée du martyr juif, ils compatissent, ils expliquent les pogroms ou les massacres qu'ont pu connaître les juifs, mais le Et ça, juif ça me souverain, paraît tout à fait incroyable. Enfin, ce que vous dites là, je l'ai pas vu souvent quand même. L'antisionisme débridé, je ne l'ai vu, moi en tout cas, que à gauche et que dans les milieux islamo-gauchistes. Mais maintenant, c'est vrai que quand on voit la NUPES, la mollesse du Parti socialiste par rapport aux excès de leurs alliés de LFI, on peut se poser la question. oui, on va finir sur un espoir ou une solution, parce que c'est vrai que l'avenir pour l'instant paraît un peu assombri, pour pas dire autre chose. Oui, oui, je comprends. Je ne suis pas très optimiste moi-même, mais en même temps, je pense qu'il fallait que les choses sortent parce que ça couvait. Moi, j'observais des choses de ce type sans pouvoir le dire, sans pouvoir le démontrer, et on me taxait de complotiste, etc. Le 7 octobre a révélé tout ça. Donc, on va passer par cette période de révélation un peu difficile. Je dois dire que c'est même ça donne mal à la tête, ça rend malade. Moi, j'ai été malade plusieurs mois après le 7 octobre parce que enfin, je prévoyais le pire, quoi. Bon, maintenant, toujours se dire que quand on comprend mieux les choses, quand on les analyse, quand on les regarde en face, ça finit par aller mieux. Donc, il faut faire cet effort-là et surtout, il ne faut pas lâcher. Exactement, on va finir sur ces mots. Je voulais juste conclure et vous dire que je pense que je suis pas le seul, hein, mais je suis assez admiratif de votre travail. Et on vit dans une société un petit peu étrange où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se gargarisent dans des médias alternatifs d'être des résistants ou des héros parce qu'ils critiquent Macron ou qui, voilà. Mais les vrais résistants en général, ils sont assez minoritaires et on les voit pas beaucoup. Et je vous considère comme une vraie résistante parce que il faut beaucoup de courage en fait pour s'attaquer au sujet que vous traitez. Voilà, c'était Et il y le a mot. plein, il y a plein de gens courageux, hein. Il y en a beaucoup, mais c'est vrai qu'on ne les voit pas, vous avez raison. En tout cas, merci pour votre entretien. Je vous remercie beaucoup et bon courage en tout cas. Merci, monsieur.